rendez-vous des grands entretiens. Ce soir, c'est une page importante de l'histoire du développement africain que nous nous apprêtons à tourner. Après 10 années à la tête du groupe de la Banque africaine de développement, notre invité a imprimé sa marque dans les politiques économiques du continent. Il a incarné avec passion une vision claire et audacieuse du progrès et a porté haut les couleurs, les espoirs de millions d'Africains. Ingénieur agricole devenu stratège du financement du développement, Dr Akinwumi Adesina, c'est bien de lui qu'il s'agit, est ce visage familier des réformes structurelles, des projets transformatifs et de l'Afrique qui avance. Sous son impulsion, la BAD a vu son capital se multiplier, ses engagements se multiplier et son rôle devenir incontournable dans la réponse aux crises, la modernisation des infrastructures et surtout l'investissement dans l'humain. À l'heure où il s'apprête à passer le flambeau, nous vous proposons une immersion dans le bilan, les défis, les inspirations, les perspectives d'un homme qui, pendant une décennie, a été la voix du continent sur les grandes tribunes du monde et l'artisan silencieux de projets, de nombreux projets qui ont changé d'innombrables vies. C'est un entretien exclusif. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président, parce que vous l'êtes encore jusqu'à l'élection du tout prochain. Oui. Et peut-être même au-delà, pour toujours, Monsieur le Président. Alors, ce soir, Lansine Bakayoko est celui qui va m'accompagner pendant toute cette émission. Lansine Bakayoko est journaliste ici, à la RTI. Il est même chef du service économie à la rédaction. Bonsoir, Lansine Bakayoko. Bonsoir, Diaby. Et outre Lansine Bakayoko, une quarantaine d'agents sont mobilisés, comme à chaque numéro de RTI 1 reçoit pour la réussite de cette émission. Alors, cette grande question, qui est Akinwumi Adesina? Et voici la réponse. Président du groupe de la Banque africaine de développement depuis 2015, Dr Akinwumi Adesina est l'artisan d'un véritable tournant pour l'Afrique. Sous son impulsion, l'institution panafricaine de financement du développement a adopté une stratégie ambitieuse. Please give the person next to you a high five just like this. Les high five, 10 ans après, les résultats sont palpables. Plus de 565 millions de personnes impactées, dont plus de 230 millions de femmes. Son leadership visionnaire a permis une hausse historique du capital de la banque, passant de 93 à 318 milliards de dollars en 2015 et 2024. Il a sorti la Banque de l'Afrique pour la porter sur la place internationale. Dr Akinwumi Adesina a lancé le Forum de l'investissement en Afrique, Africa Investment Forum, attirant 225 milliards d'intérêts d'investissement, et l'initiative AFAWA, qui a permis à 24 000 entreprises féminines ou dirigées par des femmes d'accéder à plus de 2,5 milliards de dollars de financement. Face aux différentes crises, notamment le Covid et la guerre en Ukraine, il a été un capitaine au bord du navire. 1,5 milliard de dollars ont été mobilisés pour soutenir l'agriculture et éviter la famine sur le continent. En 2023, il convoque le sommet Dakar 2, mobilisant 72 milliards de dollars contre l'insécurité alimentaire. Il défend également l'accès aux technologies pharmaceutiques et les infrastructures vertes via AGIA. L'un de ses derniers combats permet à l'Afrique d'avoir sa propre agence de notation pour mieux évaluer les risques pays et faciliter l'accès au financement à moindre coût sur le marché mondial. Docteur en économie agricole, ancien ministre de l'Agriculture au Nigeria, Dr Adesina a travaillé dans plusieurs structures, dont la Fondation Rockefeller. Le président Adesina a reçu de nombreuses distinctions, dont le prestigieux prix mondial de l'alimentation, encore appelé le Nobel de l'agriculture. Très attaché à la Côte d'Ivoire où il a travaillé jeune, à l'ex-Adrao, il y a multiplié des investissements par 5 depuis qu'il est à la tête de la banque. Il a contribué à accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement. La Côte d'Ivoire qu'il appelle sa deuxième patrie. Dr Akinwumi Adesina peut être à juste titre considéré comme l'un des plus ivoiriens des présidents qu'a connu la Banque africaine de développement.
C'était un commentaire de Siaka Kone et il a parlé de l'ex-Adrao avant que vous partiez, avant que vous ne soyez nommé ministre de l'Agriculture au Nigeria. Vous étiez ici à Abidjan, oui. Ex-Adrao, agence pour le développement de la riziculture. Oui, j'étais là-bas à Bouaké, j'ai vécu là-bas pendant 5 ans. Donc, je travaille beaucoup à Bouaké, à Katiola, à Ojene, à Daloa, à Gagnoa, à Mam, partout dans le pays, parce que j'ai même encadré 10 étudiants au niveau doctorat à l'Université d'Abidjan, à Centre ivoirien de recherche économique et sociale. Et je me réjouis que 9 sur 10 ont eu très bien avec félicitations de jury. Donc, je me considère comme une Ivoirien, même si je ne parle pas de ça. Alors, Monsieur le Président, à Dessina, il n'y aura pas que Lanciné et Hamza pour vous interroger ce soir. Les téléspectateurs pourront également le faire, cela à travers 2 canaux, par téléphone et en scannant le code QR au bas de leur écran de télévision. Carmel Dia est à son poste, c'est elle qui décrochera le téléphone lorsque vous composerez notre numéro. Elle nous transmettra les questions à nous et à l'invité. Voilà donc qui est dit. Monsieur le Président, vous approchez donc de la fin de vos 2 mandats, à la tête du groupe de la Banque africaine de développement. Quel sentiment vous éprouvez actuellement, au moment où vous tournez la page? Pour tourner la page, c'est une période avec beaucoup d'émotions, parce que c'était ici que j'étais élu président de la Banque africaine de développement. Émotion parce qu'on m'avait confié une tâche extrêmement énorme pour aller accélérer le développement de mon propre continent. Et moi, en ce qui me concerne, je ne prends pas ça comme un boulot, hein, ce n'est pas un travail. Pour moi, c'est une mission. J'incarne cette mission. Je ne vois pas les choses plus importantes qu'on m'a confié, les ressources, la plateforme, la responsabilité et d'aller accélérer le développement de le continent de ma naissance. Donc, c'est comme ça que je prends les choses. Et c'est aussi un moment de beaucoup de humilité, de remercier son Excellence, mon grand frère, son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui est une économiste mondiale, quand même, vous le connaissez. Il est un grand frère pour moi, il est président ici, pour laquelle il m'avait beaucoup aidé, soutenu, encadré, donné beaucoup de conseils dans les différentes périodes d'épreuves aussi. Hein. Donc, j'ai apprécié beaucoup aussi le soutien de tous les gouvernements ivoiriens, même les premiers ministres d'aujourd'hui, les gens qui sont passés, et tous les gouvernements. On m'avait beaucoup aidé ici. Et j'ai l'émotion aussi, à la fin de mon mandat ici, avec les partenaires de la banque qui ont travaillé avec moi. On me voit à la télé, on me voit à cette plateforme et tout cela, mais ce sont les gens pour lesquels je donne la leadership qui font le travail. Donc, c'est ça. Mais quand je vois les choses à la fin de 10 ans, qu'est-ce que je vois? Je vois, par exemple, que les actionnaires de la banque ont eu une confiance exceptionnelle dans ma leadership et dans la banque. On nous savait augmenter la capitale de la banque. Quand je suis arrivé ici, la capitale de la banque était 93 milliards de dollars. Aujourd'hui, on est à 318 milliards de dollars, qui est pour là dans l'histoire de la banque depuis la création en 1964. Si vous prenez aussi, nous avons une guichet de la banque qui est une guichet concessionnaire de la banque. Cette guichet concessionnaire de la banque, on appelle le Fonds africain de développement. On a eu une reconstitution de ce fonds à 8,9 milliards de dollars, qui est aussi le plus large dans l'histoire de la reconstruction de cette FAD. Et troisièmement, quand je vois les choses en ce qui concerne le travail de la banque, c'est une chose d'avoir l'argent et qu'est-ce que le résultat? Nous avons eu, à travers de High Five, donc vous avez parlé de les vidéos, eu un impact sur 565 millions d'Africains, soit au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture et tout cela. Mais je veux préciser 3 autres choses. Allez-y. Vous savez que je suis africain et moi, je ne vois pas que, je ne prends pas, je pense qu'on ne peut pas développer sans avoir la fierté. Donc pour moi, la fierté d'être africain, la fierté de mon institution africaine, c'est très important pour moi. On a travaillé sans relâche. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement a été donné la rang de la banque multilatérale financement multilatéral le meilleur au monde.
Et la meilleure banque de financement multilatéral. Oui, au monde. Et deuxièmement, dans 2 années consécutives, la Banque africaine de développement a été aussi notée comme la banque le plus transparente au monde. Au niveau de gouvernance, ça c'est vraiment très, très important pour nous. Et vous savez qu'en tant que banque, on levait le front et la notation de la banque est triple A. On avait gardé pendant 10 ans de ma présidence ça. Donc, je suis très fier de ça, que la banque aujourd'hui, comme vous voyez, la Banque africaine de développement, ce n'est pas juste une banque africaine, on est une banque globale qui travaille sur l'Afrique et je pense qu'on a fait la fierté pour l'Afrique. Ah oui, avec tous les résultats que vous évoquez, c'est clair, c'est notable. Vous avez fait la fierté de l'Afrique, mais vous avez parlé d'épreuves. Vous en avez connu beaucoup, des épreuves. Ah oui, il y a toujours l'épreuve dans la vie. Hein. Donc, moi, quand je vois les choses qui sont des obstacles, on doit surmonter les obstacles. Quand Dieu vous avait crié, et moi aussi, nous avons donné les dieux 2 yeux devant. Et donc, c'est pour toujours regarder devant, aller de l'avant. Hein? C'est comme ça que moi, je vois les choses. Mais quand même, il y a les épreuves. Si je prends, ce n'est pas l'épreuve personnelle, mais je prends ça personnellement parce que ça touche les Africains. Je prends par exemple, la première épreuve que je peux dire, c'est l'épreuve de la COVID-19. Mais je me suis levé en tant que président de la Banque africaine de développement en charge de 54 pays africains et il y avait les situations de Covid. Et avec ça, on m'avait dit, il y a les estimations qui ont été faites, que les projections, c'est qu'il y aura 3,5 Africains qui vont mourir. Oh là là, mais comment ça? Et donc, il n'y a pas... 3,5 millions. Oui, il n'y a pas il n'y a pas les gants, il n'y a pas les médicaments, il n'y a pas les vaccins. Bon, les pays occidentaux, ils ont eu beaucoup de boosters pour les vaccins. Vaccination, on n'a pas aucune chose ici. Et je me suis levé et j'ai dit, mais on va faire comment ça? Hein? Et il y a le regard, parce que tous les pays sont en train de faire les dépenses fiscales. Hein? Donc, c'est très difficile pour les pays. Donc, mais quand même, on avait réagi très, très vite. On avait réagi très, très vite. On a fait 2 choses très importantes. D'abord, on avait lancé une obligation sociale au niveau mondial. Et cette obligation, c'était pour 3 milliards de dollars. C'est le plus large, hein, je vous dis, c'était le plus large obligation sociale jamais faite dans l'histoire du monde. Qu'on avait fait ça dans quelques semaines après le commencement de Covid. Et deuxièmement, notre conseil d'administration à la banque, qui me soutient beaucoup à la Banque africaine de développement, nous avons donné l'approbation de faire 10 milliards de dollars pour un fonds pour répondre à la crise Covid. 10 milliards de dollars. Donc, c'est comme ça qu'on avait pu faire. Donc, pour moi, c'était quelque chose, mais quand même, on a pu tenir, l'Afrique a pu tenir, mais on est debout. Il n'y a pas aucun problème au niveau de ça. La deuxième épreuve pour moi, en tant que quelqu'un qui est une économiste agricole, c'est quand il y avait la crise avec l'Ukraine, avec le Russe, et le prix de denrées sont augmentés, et au niveau du blé, au niveau du maïs, les gens ont dit qu'il y aura une crise. Et on va avoir la crise en Afrique. Moi, je dis non. On ne va pas avoir la crise en Afrique. Non. L'Afrique ne va pas tenir les mains comme ça pour aller demander l'aide pour les gens. Non. Il ne c'est pas pour ça. On doit mettre les semences dans notre assiette et planter ces semences-là. On doit avoir autosuffisance nous-mêmes, parce qu'il n'y a pas la fierté si on ne peut pas avoir l'autosuffisance alimentaire. Mais qu'est-ce que le résultat que nous avons eu? On a lancé 1,5 milliard de dollars pour une fonds pour urgence pour répondre à ces problèmes. Et en 2 ans, hein, je vous dis, on devrait perdre 30 millions de tonnes de blé et de maïs sur les Russes et aussi avec l'Ukraine. Mais dans 2 ans, on avait soutenu 20 millions de paysans africains dans 34 pays africains d'avoir les semences améliorées, d'avoir les engrais. Et ils sont produits, c'est combien? 44 millions de tonnes hein, de maïs et le blé, qui inclut quand même la Côte d'Ivoire, avec la valeur de 17,4 milliards de dollars. Donc, je veux dire que normalement, s'il y a les épreuves, bon, tu sais que bon, il y avait les épreuves quand j'ai parcouru ici en 2020, pour laquelle le président Alassane Ouattara était à mon côté. Bon, j'ai réussi avec ça. Pour moi, dans la vie,
c'est toujours comme ça. Si tu fais quelque chose, il y aura toujours des défis, mais il faut surmonter le défi toujours. C'est ça. Bakayoko? Alors, Monsieur le Président, vous avez fait passer le capital de 93 milliards à un peu plus de 300 milliards. Alors, quels sont les outils que vous avez mobilisés pour atteindre ces objectifs? Et vous savez que tout d'abord, pour pouvoir mobiliser les ressources, ce sont les actionnaires qui décident. Donc, ils regardent notre programme, ils regardent la confiance qu'ils ont dans le leadership de la banque, ils regardent aussi le programme que nous devons utiliser, pour lequel on va utiliser les ressources. Donc, je voudrais remercier ici très sincèrement mon cher grand frère, M. Alassane Ouattara, son Excellence, M. Ouattara. On était ici en 2019 pour faire la décision sur l'augmentation de capital. Et le président Alassane Ouattara était dans la salle. Et je me souviens, il avait dit quelque chose. Bon, voilà, je vais vous donner le déjeuner après votre discussion. Et j'attends qu'à cette déjeuner, vous aurez déjà une discussion d'augmenter la capitale de la BAD. Ah, j'ai applaudi pour le président, c'est ce que j'ai besoin de ça. Et on a augmenté la capitale de la BAD par 117 milliards de dollars. Et en 2024, ils nous ont fait confiance encore pour augmenter le capital de la banque jusqu'à 318 milliards de dollars. Mais pour moi, les choses plus importantes, il y a l'argent. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'argent? Quand j'étais élu président de la banque, j'ai demandé à tous mes personnels, j'ai dit, bon, on dit Banque africaine de développement. Oui, mais le plus important pour moi, on sait comment gérer la banque. Le plus important, c'est le développement de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle j'avais lancé les 5 priorités pour la banque qui va pousser l'Afrique. Électrifier l'Afrique, nourrir l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la qualité de vie des populations africaines. Ce sont les choses. Justement, sur ces 5 priorités que vous avez mises en place, est-ce que vous, aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dresser un bilan? Ah oui, je vais vous donner le bilan, sans problème. Est-ce que les objectifs... Ah oui, c'est une bonne question. Et c'est une bonne question, justement, j'allais le dire, Bakayoko, une très belle question que vous posez. Mais je vais répondre à Bakayoko. Bien sûr. Mais il y a d'ailleurs un de vos éléments, Bakayoko, qui est, en l'occurrence, Dangui, qui est revenu sur ces high five-là, histoire que tout le monde sache d'abord ce que c'est. Ensuite, on reviendra pour que le président puisse répondre à la question. Merci. La vision et les priorités de la Banque africaine de développement pour ces 10 dernières années sont connues sous le nom de High Five, ou les 5 priorités de la BAD, à savoir nourrir l'Afrique, éclairer l'Afrique, industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique, améliorer la qualité de vie des populations. À l'heure du bilan, les experts sont unanimes. Bien que la BAD ait déposé plusieurs centaines de milliers de dollars sur la table pour financer des projets et que le continent africain ait enregistré l'une des croissances les plus robustes, la majorité des économies africaines sont bien en deçà de leur plein potentiel. Des facteurs limitants non plus n'ont pas manqué durant cette période. Entre autres, épidémie de Covid-19, insécurité et corruption. N'empêche que les High Five restent un défi pour la BAD, convaincu que la transformation structurelle des économies des pays africains reste la recette pour créer plus d'emplois, réduire la pauvreté et se donner plus de moyens de réaliser les objectifs de développement durable. Allez-y, Monsieur le Président. Oui. Les résultats de ces Oui, des résultats. Si vous prenez par exemple la situation d'électrifier l'Afrique, pendant la période de 10 ans là, nous avons déjà connecté 28 millions de personnes à l'électricité. Et pour faire avancer ça, parce que c'est un grand défi pour l'Afrique. Hein? Nous avons presque 600 millions des habitants africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc pour nous, nous avons fait notre mieux. Donc l'année passée, j'ai discuté avec il était nouveau président de la Banque mondiale, Ajay Banga. Il a dit, bon, on ne peut pas industrialiser dans l'obscurité. Il faut qu'on va de l'avance. On avait déjà fait 28 millions de personnes connectées à l'électricité. Il faut aller avec le partenariat, avec l'échelle qu'il faut et aller plus vite. C'est comme ça que moi-même, avec le président de la Banque mondiale, on avait lancé une initiative qui s'appelle Mission 300, la mission 300, qui est pour connecter 300 millions d'Africains à l'électricité
au niveau du système de transport, au niveau de compagnie d'électricité, au niveau de tarification, toutes les politiques qu'on doit faire, on doit mettre ça en ordre. Mais c'est une grande chose pour nous. Et nous aussi, nous avons lancé ce qu'on appelle des actes à l'énergie. Ça veut dire que, bon, nous savons, Dieu aime l'Afrique, hein? On a beaucoup de soleil. Hein? Et donc, on a dit, donc, on va transformer toutes les zones sahéliennes, les 11 pays qui partagent les zones sahéliennes, pour faire 10 000 mégawatts d'électricité, pour donner l'électricité à 250 millions de personnes. Voilà ce qu'on fait pour l'électricité. Mais si vous prenez par exemple la situation de nourrir l'Afrique. Monsieur le Président, s'il vous plaît, avant de venir à la situation de nourrir l'Afrique, sur cette mission avec la Banque mondiale, vous avez dit mission 300. Oui. Mais vous avez fixé une échéance qui était à 2030. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous pouvez nous affirmer que vous avez atteint au moins la moitié? Non, il n'y a pas de problème pour atteindre ça. Vous savez que les choses, c'est qu'on sait ce qu'on doit faire. C'est les ressources qui comptent pour pouvoir aider le pays, soutenir le pays pour le faire. Si vous prenez par exemple, on a fait une sommet pour l'énergie pour l'Afrique, c'était à Dar es Salaam. On a convenu plus de 32 chefs de l'État, avec plusieurs premiers ministres, ministres d'énergie, ministres de finances et tout cela. Et ensemble, on a tout mobilisé 50 milliards de dollars pour le faire. On va commencer en 12 pays qui sont déjà développés les pactes de l'énergie pour l'Afrique. Et cette année, on va continuer jusqu'à une autre additionnelle 28 pays pour ça. Non, ce n'est pas un problème de le faire, c'est un problème d'intégration, de faire la synergie qu'il faut et d'avoir la volonté politique qu'il faut. Je pense que cette volonté politique a été là-bas, montrée pendant la discussion à Dar es Salaam. Et si je prends par exemple la situation qui concerne nourrir l'Afrique, par exemple, nous avons pu donner autosuffisance alimentaire à 103 millions des Africains. Et je prends un exemple plus spécifique. Prends le cas de l'Éthiopie. L'Éthiopie, on l'avait donné les semences améliorées de blé qui résistent à la chaleur. Okay? On avait commencé avec eux en 2018. Ils ont planté 5 000 hectares, c'est tout. Hein? L'année passée, ils ont fait 650 000 hectares sur ces variétés seulement. Et au niveau gros, ils ont cultivé 2,2 millions d'hectares de blé. Et moins de 4 ans, ils sont devenus autosuffisants, ils sont devenus exportateurs nets. Ça veut dire que c'est comme ça que la BAD a pu faire ça. Si vous prenez par exemple au niveau du transport, on aura le temps de discuter sur ça en ce qui concerne votre pays, bel pays ici. Nous avons pu donner l'accès à 121 millions de personnes à le système de transport amélioré. Si vous prenez toute l'Afrique. À toute l'Afrique, oui. Si vous prenez par exemple au niveau de l'eau, assainissement, c'est très important. La santé, c'est très important. Pour la santé, on a pu faire 128 millions de personnes qui ont eu accès à service de la santé. Si vous prenez l'eau et assainissement, on avait fait 96 millions de personnes qui ont eu accès à système de l'eau et assainissement. Et vous savez que le digital numérique, on est dans une période numérique, on a pu quand même donner l'accès au système numérique pour 66 millions de personnes. Et beaucoup de gens parlent de la banque, bon, il y a les entreprises qui devraient avoir accès au financement. On a fait 1,4 million des entreprises qui ont eu accès à 1400 entreprises qui ont eu accès au financement à travers. Je peux continuer à dire ça, mais ce que je voudrais simplement dire, c'est quoi? C'est qu'à la fin des choses, pour moi, ce sont les populations qui comptent. Le jour que je suis commencé à la banque, j'étais dans le conseil d'administration. J'ai appelé tout le monde, j'ai dit non, les pauvres, on ne voit pas dans cette salle de la banque. Et les gens qui veulent avoir accès à l'électricité et tout cela, ils ne sont pas là. Mais on doit l'écouter, on doit mettre l'action sur les choses qui touchent la population. C'est ça pour laquelle je dis pour moi, ce n'est pas une question de banque. Banque, on sait comment gérer la banque. Mais comment livrer les programmes qui vont accélérer, toucher la population africaine. Et moi, je suis très fier de ce que nous avons fait pour ça.
Alors, vous donc confirmez, la banque a changé la vie de millions de populations ces 10 dernières années. Ah oui, 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 on avait changé la vie de 565 millions de personnes dans 10 ans. Mais ça, c'est incroyable quand même, parce qu'on travaille sans relâche. Hein, parce que tous mes personnels me connaissent. Les choses qu'on doit faire, c'est accélérer le développement de l'Afrique. On n'a pas encore terminé. Mais quand même, je pense que si vous allez gagner les choses pour l'Olympique, hein, il faut toujours être de là-devant. Hein. C'est ça. Je pense qu'on a devant. Est-ce qu'il y a des défis qui restent inachevés? Est-ce qu'il y a des regrets quand même, malgré toutes ces victoires? Vous savez que pour moi, ce n'est pas une victoire personnelle. C'est même dit que c'est une victoire de l'Africain. Ce n'est pas comme ça. C'est notre devoir de faire avancer toutes les choses qui concernent l'Afrique. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu, malheureusement? Moi, jamais. Moi, je ne regarde pas derrière. C'est toujours devant. C'est pour que vous avez dit que Dieu m'avait donné deux yeux devant moi. Pour regarder devant. Pour aller de là devant. Même si tu es dans ton voiture, bon, tu prends une petite, tu regardes derrière toi. Bon, c'est pas pour conduire derrière. Hein. Non, je n'ai pas aucun regret. Depuis le retour de la banque à Abidjan, comment se porte l'institution depuis son retour sur son sol? Tout d'abord, je dois remercier son Excellence, Monsieur le Président. Parce que son Excellence, Monsieur le Président, c'est lui qui nous avons donné l'encouragement de retourner ici. Et on remercie Dieu aussi pour la paix et la tranquillité. La situation était apaisée dans le pays ici. Mais depuis qu'on a été ici, le gouvernement a mis à notre disposition tout ce qu'il faut. Le président Alassane Ouattara m'appelle beaucoup, toujours. On discute avec le gouvernement. Les gouvernements ont leurs propres programmes, par exemple, qui sont donnés. Et je pense que j'espère que tu vas me demander ce qu'on fait ici, parce que ça, c'est très important. Mais je peux vous dire que tous les partenaires de la banque, ils sont très satisfaits au niveau protocolaire, au niveau des programmes, au niveau de planification, au niveau d'accompagnement. Le gouvernement était excellent. Pour moi, pendant tout mon mandat ici. Donc, il n'y a pas aucune chose à dire que merci. Bakayoko. Monsieur le Président, dans vos clusters, je veux dire, dans vos priorités, il y avait aussi la question de l'industrialisation. L'industrialisation qui est très importante vu que c'est un levier pour actionner, pour avoir de l'emploi pour la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez mis en place une politique pour atteindre l'industrialisation, mais on n'en a pas beaucoup entendu trop parler. Vous n'en parlez pas assez. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu quelques défaillances à ce niveau où vous êtes en confiance? Non, si je commence par ici, par exemple. Vous prenez en Côte d'Ivoire ici, nous avons soutenu la Côte d'Ivoire ici avec beaucoup de stratégies, mais je prends parce que vous m'avez demandé, M. Pakayogo, concernant l'industrialisation. Vous prenez le cas de la Côte d'Ivoire, vous êtes le premier producteur de cacao au monde. Et j'avais eu une audience avec mon cher confrère, M. le Président, on avait discuté pour dire, bon, il faut qu'on transforme le cacao. Il faut qu'on transforme le café. Il faut qu'on transforme tout ce que nous produisons en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous soutenons il y avait un projet ici, qui est un projet de la productivité, la compétitivité et l'industrialisation pour la Côte d'Ivoire. Ce projet-là soutient, par exemple, il y a des gens qui produisent le fruit, l'ananas, l'anacade, parce qu'il faut avoir un système de valeur ajoutée, il faut avoir un système aussi de la certification, il faut avoir un système aussi d'industrialisation de valeur ajoutée, la création des zones. Vous prenez par exemple ici en Côte d'Ivoire, on avait commencé avec l'agriculture, la création des zones, ce qu'on appelle je pense qu'on appelle l'agropole, agropole de Bélier. Il y a aussi les zones spéciales d'agro-industrialisation qui, aujourd'hui, je veux dire, en Afrique, nous soutenons avec 2,4 milliards de dollars les créations de 28 zones spécialisées pour agro-industrialisation et dans 11 pays, et qui inclut ici le Bélier ici et aussi au nord, ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est industrialisation. Pourquoi on fait industrialisation? Vous savez que de faire de l'exploitation de matières primaires, pour moi, c'est la porte vers la pauvreté. Mais si on fait la valeur ajoutée, c'est la voie vers la prospérité. Donc, c'est ce qu'on devrait changer. Vous prenez par exemple le cas de zone de libre-échange continentale africaine. Bon, on fait la commerce.
Mais je vous dis, ce n'est pas la première fois qu'on fait la commerce. Ce qu'on fait simplement, c'est d'avoir une tarification commune contre les extérieurs. Mais moi, à mon avis, hein, ce qui est important pour nous, c'est d'avoir les chaînes de valeur qui pour nous permettre de faire le manufacture, la production industrielle pour que ces zones deviennent des zones d'industrialisation. Si vous prenez en Asie, si vous prenez aux États-Unis avec le Canada et tout ça, c'est comme ça. Donc, on ne peut pas... L'Afrique aujourd'hui compte que 2% hein, de marchandises industrialisées dans le monde. Commerce mondial. Oui. Commerce mondial. Ce n'est pas au niveau du commerce mondial, au niveau de valeur ajoutée, au niveau industrialisation, manufacture. Donc, c'est ça qu'on doit changer. Aujourd'hui, les gens disent, bon, il vient de l'Afrique, on a besoin de votre lithium, on a besoin de votre cobalt et tout ça là. Non, non, on est fatigué avec tout ça là. Ce qu'on devrait faire, c'est avoir l'industrialisation de tout ce que nous avons. Et nous sommes sur la voie. Hein? Est-ce que nous sommes sur la voie? Ah oui, parce que pour faire l'industrialisation, il faut quelque chose. Il faut d'abord l'infrastructure. Parce que tu ne peux pas avoir ça sans l'énergie. Tu ne peux pas avoir sans investissement sur le système de transport parce que tu devais transporter les choses d'une façon avec le coût moins pour aller au port. Il faut avoir le ferroviaire, il faut avoir aussi les ports hein, et tout cela. C'est ce que nous finançons. Pas la banque, à la Banque africaine de développement, par exemple. Dans les 10 dernières années, quand j'étais président de la banque, tu sais, on a financé 55 milliards de dollars pour financement pour l'infrastructure. Infrastructure digitale, infrastructure électricité, infrastructure l'eau et assainissement, infrastructure portière, aéroportière et aussi au niveau ferroviaire. Ce sont les choses qui vont parce qu'il faut être compétitif. Donc c'est comme ça qu'on fait avec l'industrialisation. Merci, Monsieur le Président. Les téléspectateurs qui nous suivent vous posent des questions. Oui. Le téléphone ne fait que crépiter depuis. On va donc rejoindre Carmel Dia. Carmel Dia, si vous nous entendez, est-ce que vous pouvez nous transmettre les questions que vous avez recensées? Oui, bonsoir Hamza Diaby. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Nous avons deux questions. La première nous vient de Monsieur Jean-Claude Kwame, vivant dans la commune de Grand-Bassam. Sa question est la suivante. Quelles sont les principales réformes que vous avez impulsées pour rendre la banque aussi attractive au moment où vous partez? Et la deuxième question est de Madame Marceline Adou qui appelle depuis Abengourou. Sur le plan des infrastructures, Madame Adou mentionne avoir entendu que la BAD est le principal bailleur de fonds multilatéral ici en Afrique. Pourriez-vous nous préciser l'ampleur des financements alloués par la banque dans ce secteur au cours de votre mandat? Quel secteur? Le secteur des infrastructures. Ok, ok. C'est ça. Et puis, à côté de ça, il y a deux autres questions qu'on a reçues par QR code. Beaucoup d'autres questions, on va en lire deux. Koulibaly qui demande, après 10 ans à la tête de la Banque mondiale, quelle est l'évolution de la Banque africaine de développement? Il a inscrit Banque mondiale. Quelle est l'évolution pour l'Afrique que vous pouvez nous expliquer? Quelle est l'évolution pour l'Afrique? Je crois que vous en avez parlé largement. La deuxième question, qui elle émane de Sunusi, en Guinée. Est-ce que la BAD intervient et pense intervenir dans l'économie de la connaissance en finançant la formation, la recherche et l'innovation? Donc, merci pour vos questions. Si je prends par exemple, c'est Jean-Claude au niveau des réformes et tout cela. Vos principales réformes? Oui, il y a beaucoup de réformes. Il y a des réformes au niveau de la façon dont laquelle on fait notre travail. Parce que quand j'ai été élu président, j'ai dit non, il faut être plus proche au pays dans lequel on va faire l'investissement. Et c'est la raison pour laquelle on a fait beaucoup d'efforts de faire la décentralisation de la banque. Aujourd'hui, nous avons des bureaux de la banque en 44 pays et nous avons les bureaux régionaux qui s'occupent de tout notre travail dans les régions. Donc, par exemple, si je demande quelle est la situation en Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, Afrique du Nord, Afrique centrale, hein, Afrique australe. Aujourd'hui, nous avons des bureaux partis parce qu'il faut que notre modèle de la banque de financement réponde aux besoins de chaque région parce que les régions sont tellement différentes. Donc, c'est comme ça qu'on a fait la première réforme. Deuxième réforme très importante pour nous aussi de la délégation de pouvoir. Vous savez que le président de la banque est puissant, dit,
Mais moi, j'ai donné le pouvoir pour mes staffs, mes personnels, parce que c'est eux qui sont là-bas. Si vous êtes un entraîneur dans un match de football, et vous pouvez donner toutes les instructions qu'il faut, ce sont les attaquants qui m'ont marqué, non? Mais il faut leur donner... L'attaquant ne doit pas me regarder et dire, est-ce que je dois marquer le but maintenant? Non, non, non. Il faut aller. Donc, on a fait les réformes pour donner la capacité et aussi de donner les pouvoirs pour les partenaires de la banque sur le terrain pour faire ce qu'ils devraient faire. Et troisièmement, au niveau des réformes qui sont vraiment très importantes, c'est qu'on ne doit pas faire les choses toujours par le secteur public. Parce qu'il y a l'endettement. Il faut avoir les choses, pour la plupart, les réformes dans tous les pays pour lesquels on travaille, pour qu'ils font les choses avec le partenariat public-privé. Ce sont les choses vraiment très importantes. Et moi aussi, vous savez comment j'ai grandi dans une maison, j'ai sorti de la pauvreté, donc je suis... la pauvreté, pour moi, ce n'est pas un chiffre, hein, ce n'est pas un chiffre d'inégalité et tout ça. Là. Non, non, ce sont les gens. À la banque, j'ai essayé à faire monter... Hein, on fait augmenter le nombre de partenaires de la banque qui ont eu la promotion, que n'ont jamais même eu. Il y a des gens de la banque pendant 40 ans, ils sont là-bas. Pas encore promotion, il y avait des gens comme le chauffeur qui sont là. Il dit, mais c'est quoi ça? Moi, je fais monter les gens, plus de 250 personnes de la banque. Et donc, c'est comme ça. Il y a les réformes, mais on doit avoir les réformes avec le corps aussi. C'est ça. Ce n'est pas juste des réformes techniques. Et pour moi, ça, c'est important. Si je prends le cas de l'infrastructure dont parlait Madame, je n'ai pas pu avoir votre nom, Madame, mais quand même, nous avons fait trois choses. D'abord, l'infrastructure. Exemple, c'est le plus chose. Je ne vais pas vous donner beaucoup de chiffres. Prends le cas de Abidjan-Lagos. Il y a l'autoroute Abidjan-Lagos qui sera le plus large au monde, hein. On avait mobilisé 15 milliards de dollars pour faire cette autoroute-là. Hein? Combien de voies? Oh, c'est plus de 1100 km. Ah, le kilomètre. 1028 km. D'accord. 1028 km. 1028 km, OK. Oui, et je travaille beaucoup avec son Excellence, Monsieur le Président, et aussi l'ancien Premier ministre, Hachi, pour que le centre de cette activité est basé ici, à Abidjan. Donc, ce sera le plus largement, parce que ça coupe 5 pays et tout ça, c'est plus... Le plus long, le plus... Oui, mais je dois vous dire quelque chose. Il y a mon grand frère, Monsieur le Président, qui m'avait mis sur la pression. Un jour, il m'avait dit à Dessinant, si vous ne faites pas cette route-là, il faut rester à Abuja. Et moi, je suis allé à Abuja. Arrivé là-bas, il y avait le président Buhari qui m'avait dit, sinon, si tu fais pas ces routes-là, il faut rester à Abidjan. Donc, ça veut dire que je deviens une nomadique. Maintenant, donc, où on en est avec cette voie? On travaille avec le ECOWAS, CEDEAO, oui, pour la préparation des projets. Tous les choses, c'est nous qui faisons le financement aussi avec l'Union européenne. Je pense qu'on est dans les bonnes voies. Il y a quelques parties aussi qui sont en train d'être faites par différents pays. Et moi, j'ai la confiance que dès que les choses sont faites, déjà nous avons eu le forum d'investissement en Afrique, pour laquelle il y avait eu la participation de l'ancien Premier ministre Hachi, là-bas dans la salle d'investissement. On a pu mobiliser 15 milliards de dollars pour ce projet. Et quelle échéance est fixée justement pour la fin de ce projet? Je pense que les échéances d'ici 5 ans, je pense que je donne ça comme un défi pour mon successeur. C'est très important pour accélérer les choses. D'accord, allez-y, les deux questions. Mais il y a deux autres questions ce qui concernent la situation, l'évolution pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique travaille les polycrises. Il y a les polycrises en ce qui concerne le changement climatique, qui frappe beaucoup de l'Afrique. Il y a les polycrises qui concernent l'endettement de l'Afrique. Et il y a les polycrises en ce qui concerne l'inflation. Vous savez qu'il y avait une augmentation de taux d'intérêt partout dans le monde parce qu'ils voulaient réduire le niveau d'inflation. Ça rend très difficile pour les pays africains pour payer leur dette. L'argent qu'ils devaient payer pour la dette s'est augmenté. Mais malgré tout cela, aujourd'hui, vous comptez 15 pays, 12 pays, dans les 20 pays, avec la performance le plus vite, avec la croissance de PIB le plus vite au monde, ce sont les pays africains, qui incluent d'ailleurs la Côte d'Ivoire. Hein.
La Côte d'Ivoire est exemplaire. Et moi, on est à quelle position? Je pense que vous devrez être numéro 1, hein, parce que la Côte d'Ivoire... Écoutez, vous avez un président qui est un économiste, qui était au Fonds monétaire international. Et votre taux de croissance, je pense que c'est environ 6,3%. Et ce n'est pas simplement une question d'aujourd'hui, c'est dans la période. Hein. Vous avez eu une période de croissance incroyable dans ce pays. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose à noter. Une chose qui est aussi importante dans l'évolution de l'Afrique, qu'on doit remarquer, c'est le niveau d'endettement. Parce qu'il faut que je parle de ça. Vous savez que le niveau d'endettement aujourd'hui, c'est beaucoup pour les pays africains. Mais beaucoup de ça vient de pourquoi? Il vient parce que les ressources concessionnaires mondiales baissent. Et les pays vont dans les marchés de capital global, ils lancent des obligations dans le Eurobond. Et c'est ça qui a créé une situation où beaucoup de la dette africaine, ce sont la dette commerciale. Hein? Donc, le durée, c'est court, et le taux d'intérêt, c'est élevé. C'est ça qui est le problème. Donc, ce que nous faisons à la Banque africaine de développement aujourd'hui, c'est comment gérer ça. Et pour gérer ça, il faut qu'il y ait les financements concessionnels. C'est la raison pour laquelle la reconstitution de la FAD, le Fonds africain de développement, c'est très important parce que ça sert 37 pays africains avec le revenu bas. Deuxièmement, il faut aussi avoir une situation, aujourd'hui, s'il y a un bouleversement, l'Afrique, c'est la seule région dans laquelle il n'y a pas aucun instrument qui le protège. Ça veut dire qu'on rentre dans un hôpital, j'ai Palou, on m'a dit, allez directement dans la salle d'urgence. C'est comme ça pour l'Afrique. Non. C'est la raison pour laquelle nous savons travailler à la barre pour la création de fonds de la stabilisation et un mécanisme de la stabilisation financière pour l'Afrique. La même situation qu'ils ont en Europe, c'est la même situation qu'ils ont en Afrique, en Asie. On a mis ça là-bas et le chef de l'État africain, nous savons, c'est déjà soutenu pour ça. Je pense que ça, c'est important. La troisième chose, c'est la perception de risque. Aujourd'hui, l'Afrique paye 3 à 5 fois plus pour le capital par rapport aux autres pays africains, pays qui ne sont pas pays africains. Mais vous prenez par exemple en situation, il y avait le président Kenya qui m'avait dit, président Ruto, il avait dit, oh, voilà, on m'avait dit qu'il y avait un coup de l'État à Niamey. Et on m'avait dit que je dois payer 2% d'intérêt additionnel. Et il dit, le Niger n'est pas dans la carte de Kenya. Ça veut dire qu'il y a un manque de connaissance de notre situation réelle. Donc, il y a la perception qui nous coûte beaucoup. Aujourd'hui, on paye, selon la PNUD, on payait 75 milliards de dollars additionnels par an à cause de cette mal calcul de risque de l'Afrique. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose pour moi très, très important. Et alors, les gens disent, bon, Afrique est risquant, c'est beaucoup de risques. Mais quel risque? Si je connais mon banlieue, mon environnement, quel est le risque là-bas? Hein? Je prends un cas, par exemple. Il y avait le Moody's Analytics. Ils ont fait une analyse cumulative de PET sur le financement pour l'infrastructure au mandat pendant 14 ans. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont trouvé qu'au niveau de la PET pour l'Afrique, c'était 1,9%. Au niveau de l'Amérique du Nord, c'était 6,6%. Au niveau de l'Amérique latine, c'était 10%. Au niveau de l'Europe, de l'Est de l'Europe, c'était 12%. Et au niveau de l'Asie de l'Ouest, c'était 4,3%. Ça veut dire qu'on est les moins risquants, mais on paye beaucoup de choses. Oui. Vous prenez par exemple, si vous faites la comparaison d'un pays africain, par exemple, un autre pays qui vient de l'Amérique latine, la même notation, hein, on dit BB notation, le pays africain doit payer 1,1% plus par rapport à la même notation. C'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec nos chefs de l'État pour la création d'une agence de notation africaine qui connaît la situation africaine au niveau politique, risque politique, au niveau de la situation financière. Ce n'est pas politique, hein, ce n'est pas une agence politique, c'est une agence privée mondiale. Mais si vous et moi-même, on a une maladie, par exemple,
on a dans un hôpital pour aller voir une médecin, et il m'a dit, on a fait le contrôle, voilà la situation. Mais il faut que j'ai quand même l'opportunité d'avoir une autre opinion, non? Un deuxième avis, oui. Deuxième avis, c'est comme ça. Dernière question, monsieur le Président. Et la dernière question qu'on m'a demandé, c'est au niveau de personnes qui viennent de Guinée, au niveau de la connaissance, formation, information. Je dois vous dire quelque chose. Je viens je parle même d'ici, Côte d'Ivoire. Nous avons un projet ici avec le gouvernement qui s'appelle PSGov. C'est un projet pour la protection sociale. Nous avons un autre projet ici qui est un projet sur l'amélioration de la compétence, aussi de l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Si vous prenez ce qu'on fait ici, au niveau de PSGov, il y avait par exemple plus de 300 personnes qui ont déjà fait la stade. Il y a plus de 2000 personnes qui font aussi l'entrepreneuriat. Je viens du Cabo-Verde où on avait lancé un parc technologie, aujourd'hui qui est rempli avec les jeunes qui font beaucoup de choses. Nous finançons par exemple au niveau de ce qu'on a fait, la codification pour l'emploi. Ça veut dire qu'on a créé 130 centres d'excellence où les gens font la codification parce qu'aujourd'hui, le marché, c'est digital. L'économie, c'est digital. Donc, c'est très important. Et aussi, enfin, si on parle de jeunes, et moi, parfois, je vais partir en Afrique, on me dit que bon, on fait épanouissement des jeunes. Mais je ne vois pas les gens, normalement, qui m'ont dit, Président, on a épanoui et tout ça là. Non, le problème, ce n'est pas une question de donner une petite chose pour un jeune. Ils n'ont pas besoin dedans. Ils ont besoin d'un écosystème financier qui peut leur donner le financement qu'il faut pour tourner leurs idées au business. C'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement soutient aujourd'hui l'établissement de ce que nous appelons le banque d'investissement dans l'entrepreneuriat de jeunes. C'est un nouveau système bancaire. On avait commencé au Nigeria, Libéria, et on va aussi faire ici en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, allez-y. Alors, Monsieur le Président, tout à l'heure, vous avez parlé de le problème la macro-stabilité est lié à la surenchère sur le risque au niveau macroéconomique, à la surenchère sur le risque. C'est ce que vous étiez en train de dire. Mais au niveau interne, au niveau endogène, il y a que les femmes aussi, cette couche importante, aussi souffrent de cette surenchère au niveau du crédit. Alors vous, quelle est la politique que vous mettez en place pour qu'il y ait une inclusivité? Vous avez parlé des jeunes, mais aussi des femmes. Vous savez que, bon, en Afrique, ce sont les femmes qui gèrent l'Afrique. Hein, parce que quand nous avons eu les problèmes de la crise économique en 2008, ce sont les femmes qui ont vraiment gêné le ménage et tout ça là. Et les femmes, aujourd'hui, ils n'ont pas accès au crédit. C'est ça le problème. Et alors, quand vous regardez la situation au niveau du remboursement de crédit, les femmes font le remboursement de 88%. Et bon, moi, j'ai l'habitude de dire, peut-être, même ce sont le mari qui leur dit, il ne faut pas tout payer hein, avant d'aller payer. Donc, ils font le remboursement de leur crédit. Mais pourquoi ils n'ont pas accès au crédit? Parce que les gens disent, bon, beaucoup de systèmes financiers en Afrique, c'est géré par les hommes. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je dis, non, c'est un défi qu'on doit relever. On avait créé ce que nous appelons AFAWA. C'est un programme pour le financement des femmes. Les femmes entrepreneurs. Les femmes dirigeantes d'entreprise. Dirigeantes entrepreneurs, oui, merci. On avait commencé ça et l'année passée, on a fait l'approbation de 2,9 milliards de dollars pour soutenir plus de 24 000 entrepreneurs féminins en Afrique. Je prends par exemple ici, dans un cas concret pour la Côte d'Ivoire, ici, il y a une compagnie qui s'appelle Finel. Finel fait le café. Ils font la taracation de café, ils brûlent le café et tout ça. Et sa dame, je pense qu'elle s'appelle Tano, Madame Tano. Et aujourd'hui, elle a eu un financement de 400 000 $ à travers de la FAWA. Aujourd'hui, elle fait l'exportation vers le Burkina, vers le Mali et tout cela. Ça vous donne un exemple concret des choses qui sont importantes. Donc, je pense que c'est ce que moi je dis. Aujourd'hui, cette FAWA, on travaille avec 188 institutions financières en Afrique, en 44 pays.
Ça veut dire qu'on est en train de vraiment pérenniser l'accès durable aux femmes en Afrique au financement. Et c'est AFAWA qui a mobilisé 2,3 milliards de francs CFA pour les femmes. Hein. C'est 2,9 milliards de dollars. 2,9 milliards de dollars. D'accord. Le sujet que nous propose Léon Brou-Kwame ce soir, c'est l'ensemble des investissements de la BAD, la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire. Notre reporter a essayé de faire un tour d'horizon de ces investissements qui font beaucoup de bien aux populations. On regarde. Environ 2000 milliards, le volume de ces investissements au 31 mars 2025 contre 358 milliards de francs CFA en 2015. En 10 ans, la BAD aura augmenté son appui à la Côte d'Ivoire de plus de 500%. Les infrastructures de transport représentent 64% des investissements et parmi les projets financés, le PTUA, le projet de transport urbain d'Abidjan, le projet de route de désenclavement des zones transfrontalières ou encore le projet d'aménagement routier et de facilitation du transport sur le corridor régional San Pedro Bundiali, Bamako, Zantiédougou. Consacré à l'énergie, 24% du portefeuille. Ici, la priorité porte sur l'amélioration de l'accès à l'électricité en milieu rural. Plusieurs localités sont ainsi électrifiées sur toute l'étendue du territoire national. Troisième centre d'intérêt de la BAD, l'agriculture avec 9% des financements. Entre autres projets concernés, l'appui à la gouvernance de la filière cacao, comme l'agriculture, l'énergie, l'intégration sous-régionale, les infrastructures routières et le transport urbain, l'insertion socio-professionnelle des jeunes ciblés par la BAD, environ 92 milliards de francs CFA dégagés pour créer 200 000 emplois à l'horizon 2030 à travers le projet d'amélioration des compétences de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes avec possible 50% de femmes. L'initiative porte à plus de 38 projets, l'engagement de la BAD, la Banque africaine de développement entre 2015 et 2025, le but, développement et bien-être en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, les investissements en Côte d'Ivoire, hein, quel état des lieux aujourd'hui? Vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est notre siège. Donc, c'est très important pour moi, en tant que président de la Banque, d'accélérer notre investissement ici. Aujourd'hui, nous avons, notre portefeuille regroupe 38 projets avec un montant de presque 3,2 milliards de dollars. Quand moi, j'ai été élu président ici en 2015, le portefeuille de la banque ici, c'était 607 millions de dollars, 607 millions de dollars. En 10 ans, ils ont quintuplé ça à 3,2 milliards de dollars. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier pays au niveau de ce type de taille des opérations dans toute l'Afrique de l'Ouest. Deuxièmement, j'ai vu dans votre émission que vous avez montré là, le reportage en ce qui concerne l'infrastructure. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire représente 28% de tout le pourcentage de notre investissement sur l'infrastructure de transport en toute l'Afrique. Ça vous dit, vous regardez ça dans votre ville, Abidjan ici, vous regardez ça. Un des projets les plus importants pour moi, c'est le projet de urbain de transport d'Abidjan, qui a été soumis, on a eu des discussions avec le président de la chef de l'État. C'est le PTUA. PTUA. C'est un projet très, très important. Vous prenez ce projet, par exemple. Ici à Abidjan, le pont de Henri Bédier, c'était fait par la BAD. Et vous prenez la 4e pont, par exemple. La 4e pont, c'est très, très important. Il y a les aspects très importants. Vous regardez, il y a 88 voies vitesse là-bas. Il y a 89 carrefours réhabilités par la BAD. Il y a aussi les situations, même vers l'aéroport, pas l'aéroport, vers le stade
Alassane Ouattara pour la Coupe d'Afrique Nation. Encore félicitations, hein, vous avez battu mon pays, le Nigeria. Donc, on ne va pas parler de ça aujourd'hui. J'étais à l'estade ce jour-là avec son Excellence, Monsieur le Président. J'avais pris les lunettes noires pour que les gens regardent mes yeux comme ça. Là. Mais félicitations pour la Côte d'Ivoire pour notre travail très fait. Mais cette route-là, ça a été fait par la BAD. Vous regardez aujourd'hui pour voir de Yopougon au plateau, normalement, ça prend parfois 3 heures pour les gens. Aujourd'hui, en 15 minutes, 20 minutes, vous êtes là, traversez. C'était fait un financement par la BAD. Mais vous prenez, par exemple, une autre chose pour l'énergie. L'énergie, c'est très important, ce que vous m'avez demandé en des questions. Aujourd'hui, la banque a financé, par exemple, la situation de Azito, le central Azito. Azito, c'est 40-30 mégawatts, c'est nous qui avons financé ça. Vous prenez par exemple la situation Zingrobo, le central, c'est 40 mégawatts, c'est la barre qui avait financé ça. Vous prenez le CIPRAC, par exemple, CIPRAC, yeah, qui donne aussi l'énergie pour les gens, peut-être 245 000 foyers, c'était fait par la BAD. Il y avait un monsieur que j'ai regardé dans le reportage, un des reportages, qui s'appelle M. Antoine, qui a dit, bon, il vivait dans l'obscurité aujourd'hui, il a toujours l'électricité, c'est comme ça. Mais on n'a pas aussi même fini avec ça. Prenez l'agriculture. Je viens de vous dire, au niveau des zones spéciales pour agro-industrialisation, soit au niveau de zones agropole de Bélier, et soit au niveau de zones agro-industrialisation au nord, ça c'est important. Mais vous prenez aussi le cas de mobilisation des ressources. Ici, on a fait les choses innovatrices pour la Côte d'Ivoire. Nous avons donné les garanties partielles de crédit pour la Côte d'Ivoire, d'un montant de, je pense, que 325 millions de dollars, pour lever plus de 400 millions de dollars dans le marché de capital global. Pourquoi ça c'est important? C'est au niveau de l'accès au marché, quand il faut. Deuxièmement, au niveau de taux d'intérêt que vous allez payer, c'est plus bas. Parce qu'on a une institution avec la notation de AAA, donc ça baisse le niveau que vous allez payer. Ça, c'est quelque chose de très important. Donc, je pense que moi, je suis très fier de notre investissement ici en Côte d'Ivoire. Je vais terminer quelque chose pour la Côte d'Ivoire parce que beaucoup de gens ne connaissent pas qu'en Côte d'Ivoire, si vous prenez par exemple, au niveau de tous les partenaires de la banque, tous les partenaires de la banque, c'est pour environ 2226 personnels. Et les personnels qui viennent, bon, tous ces personnels-là viennent de 71 pays, hein, parmi tous les 81 pays, donc ça vient partout dans le monde. Hein. Et la Côte d'Ivoire représente, je pense, que 339 personnes au niveau de la banque, de la Banque africaine de développement. Et je peux vous dire, c'est le plus large, c'est le seul pays, le premier pays au niveau de personnel à la Banque africaine de développement. Donc, avec un voie d'action de 3,8%, la Côte d'Ivoire détient aujourd'hui 15% de tous les personnels de la banque. Je pense que ça, c'est quelque chose de très remarquable et moi, je suis très fier de ça. Monsieur le Président, vous avez quintuplé votre appui financier en faveur de la Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que là, c'est la gouvernance vertueuse, entre guillemets, que vous récompensez en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, ou bien c'est une générosité, une marque de reconnaissance parce que la Côte d'Ivoire vous a accueilli? Ou parce que le siège est à Abidjan? Non, ce n'est pas ça. Vous savez que c'est la gouvernance qui vous donne autant de confiance. Oui, vous savez qu'on a confiance en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est bancable. Et bancable parce qu'ils font le bon politique. Et politique macro-stabilisation, c'est très important. La politique fiscale, c'est très bien. Et on se voit aussi au niveau de l'infrastructure partout. C'est quelque chose de faire financement. C'est quelque chose de voir les résultats de financement. C'est ce que moi je vois ici toujours. Et vous savez que mon grand frère, Monsieur le Président, il met la pression hein, sur les gens, c'est ce qu'il faut. Donc, moi, on voit les résultats, c'est très important. Deuxièmement, parce que si vous regardez au niveau des chiffres de croissance économique de la Côte d'Ivoire, ça montre que ça marche. Donc, c'est ce que moi, je pense que c'est très important. Et troisièmement,
La Côte d'Ivoire a fait quelque chose de très remarquable. Vous m'avez, quand on avait commencé la discussion, vous m'avez dit, bon, depuis 2011, quand nous sommes retournés ici, quand nous sommes retournés ici en Côte d'Ivoire, je n'étais pas présent à cette période, la Côte d'Ivoire était dans un état fragile. Et on avait accompagné la Côte d'Ivoire, la Banque africaine de développement. On était là pendant toutes ces périodes d'épreuves. Et aujourd'hui, et dans quelques années après, la Côte d'Ivoire a sorti de la fragilité. C'est la première fois dans l'histoire de la Banque africaine de développement depuis 1964 qu'un pays sort de la fragilité directement vers le guichet de la BAD, qui est le guichet commercial de la banque. Bon, je pense que ça, c'est bravo. Merci, monsieur le Président. Nous allons passer à la deuxième axe de notre entretien. Ce sont les perspectives. Oui. C'est demain. Qu'est-ce qui est prévu? Mais avant, nous allons retourner dans le studio de Carmel Dia, qui a recueilli quelques questions encore pour vous. Et le code QR également, nous avons recensé quelques questions pour vous. Allez, Carmel, si vous nous entendez, allez-y. Oui, Hamza Diaby, nous avons encore 3 questions. Monsieur Daouda Fologo qui demande quelle est la politique de la BAD face à la lutte contre le changement climatique. Nous avons aussi cette question de monsieur Alain Badré qui nous appelle d'Abobo. Il demande à notre invité est-ce qu'il repart satisfait avec ce bilan à la tête de la BAD. Et la 3e question, nous avons M. Moïse Touré qui nous appelle de la France. Avec l'arrivée de la ZLECAf, quelles sont les actions à poser pour exactement intégrer les zones économiques régionales entre elles? C'est tout. Voilà, Monsieur le Président. Et puis je vais ajouter 2 questions ici. Comment la BAD participe à la réduction de la pauvreté en Afrique? Ça, c'est Aïchou qui le dit. Je crois que vous y avez répondu. Hein. Oui. Bon, merci pour ces questions. Si je prends la situation le climat dont M. Daouda avait parlé, aujourd'hui, 9 sur 10 pays les plus frappés par le changement climatique sont les pays africains. Et on perd aujourd'hui 7 à 15 milliards de dollars par an à cause du changement climatique. Soit au niveau de l'inondation, ce sont les extrêmes, soit au niveau de sécheresse, c'est partout, soit au niveau du Sahel, soit au niveau sur le Soudan et tout là, partout. Même en Côte d'Ivoire, on a ça. Et si on ne fait pas aucune chose pour faire l'adaptation au changement climatique, vous savez que le montant va arriver à 50 milliards de dollars par an. Donc on est obligé, ce n'est pas nous qui avons créé le problème du climat. Ce n'est pas l'Afrique qui avait créé, c'est l'Afrique qui souffre le plus pour ça, ce qui n'a pas, on n'a pas les créateurs de ça. Hein. Mais ce qu'on avait, on peut continuer à crier, on dit, bon, nous savons, on est victime. Moi, je ne prends pas les choses victimes. Je dois trouver les solutions qui marchent pour l'Afrique. Et quelle est votre politique? Et nous avons fait les choses comme le suivant. Par exemple, prends le cas d'adaptation. Parce qu'il y a l'aspect de l'adaptation qui est atténuation, c'est important, il faut qu'on fasse ça, mais c'est l'adaptation qui compte le plus. Au niveau de la Banque africaine de développement, nous avons créé un programme qui s'appelle le programme pour accélération de l'adaptation contre le changement climatique en Afrique. Et c'est un programme de 25 milliards de dollars pour l'adaptation, soit au niveau de renforcer la résilience de toutes nos infrastructures, parce que si vous avez les infrastructures, il faut avoir les résiliences pour ça, faire face aux situations d'inondation et tout cela, soit au niveau de l'agriculture pour donner des technologies plus performantes, faire face à ce changement climatique, soit au niveau de l'assurance de pays contre l'effet d'extrême des environnements et tout cela. Aujourd'hui, notre programme pour l'accélération de l'adaptation pour le changement climatique est le numéro 1, le plus large programme pour l'adaptation contre le climat au monde. Aujourd'hui, on travaille avec le Centre global de l'adaptation qui est basé aux Pays-Bas. Deuxièmement, je prends le cas concret. Vous prenez le cas de Malawi, le cas de Zambie, vous prenez le cas de Zimbabwe. Ils ont été frappés par la sécheresse.
Nous avons quelque chose à la Banque africaine de développement qui est un programme qui fait l'assurance, on paie le prime pour la protection, l'assurance pour ce pays, s'il y a, au cas où il y a un problème de extrême, le climat extrême. Et ça, avec beaucoup de réussite, on a aidé le Niger, on a aidé le Mali, on a aidé le Mauritanie, on a fait Malawi, on a fait le Zimbabwe, on a fait tous ces pays-là parce qu'on paie le prix d'assurance pour eux. Et troisièmement, nous avons une situation avec l'agriculture. C'est l'agriculture qui est plus frappée par le changement climatique. Et c'est la raison pour laquelle la Banque africaine de développement, nous avons créé une plateforme, c'est le plus large au monde, qui s'appelle TAT, Technologie pour la transformation de l'agriculture africaine. Et cette plateforme regroupe les technologies qui viennent au niveau global avec les technologies qui viennent de nos recherches, centres de recherche nationales et régionales, et on met ça à la disposition des paysans. Ce sont les technologies plus performantes contre les changements climatiques. Et dans deux exemples, vous avez déjà dit l'exemple de l'Éthiopie avec le blé. Le blé, oui. Oui. Et je prends un autre exemple, c'est le maïs. Quand au Kenya, au Zambie, il y avait Malawi, la sécheresse. La Banque africaine de développement avait soutenu et financé le pays d'avoir les variétés qui, on dit, ce sont les variétés qui sont plus efficientes, plus performantes au niveau de l'eau. Et ce sont les maïs. On avait donné ça pour 3,8 millions de ménages dans ces pays-là. Et ils ont échappé complètement le sécheresse. Deuxième question de Alain. Alain, il demande, est-ce que vous êtes satisfait? Vous êtes en train de partir de la Banque africaine de développement. Votre bilan, est-ce qu'il vous satisfait? Ah, je suis très satisfait parce que moi, je ne dors pas, hein, parce que les gens me connaissent là-bas, je travaille tout le temps. J'avais dédié toute ma vie, 10 ans de ma vie, sans relâche, pour l'Afrique. Je vous avais dit que ce n'est pas un boulot pour moi, c'est une mission. Je suis satisfait de la qualité des partenaires que j'ai, satisfait de la qualité de leur travail, satisfait de la confiance de tous les actionnaires de la banque, satisfait de ce pays Côte d'Ivoire qui rend ça plus facile pour nous de travailler. Puis il y a Moïse Touré qui a sa question aussi, parlons de la... Oui, M. Moulé, sur les ZLECAf. Oui, non, je vais simplement dire que pour le ZLECAf regroupe tous nos pays avec le PIB de 3,4 000 milliards de dollars. Donc, faire face aux situations que nous avons aujourd'hui avec l'augmentation de tarifs partout, il y a la guerre de tarifs partout, il faut accélérer la mise en œuvre de cette ZLECAf, zone de libre-échange continentale, c'est très, très important. Mais je vais insister une fois de plus. Ce n'est pas une question simplement de la commerce. On a fait du commerce depuis que mon grand-père était né là. Ce n'est pas une question de ça. Oui, je sais que c'est important. Mais si moi, je vous vends le maïs et vous me vendez le blé, le sorgho, dans une zone de libre-échange continentale, hein, sans tarif, ce qui est sûr, c'est que vous et moi-même, on sera pauvres dans une façon efficace et compétitive. Parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée pour ça là. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut avoir le chaîne de valeur, il faut avoir la production industrielle, il faut transformer tout ce que nous avons. Oui, c'est ça. Dans cette chaîne de valeur dont vous parlez, oui. Est-ce que vous la voyez au niveau africain ou bien au niveau de chaque pays? Parce que quelque part, on voit souvent qu'il y a des pays qui se marchent sur les pieds. Par exemple, si la Côte d'Ivoire, le Mali, dont la principale culture est le coton, il se trouve que des pays plus favorisés, comme la Côte d'Ivoire aussi, produisent du coton. Donc, ça vient déstructurer la chaîne de valeur dont vous parlez. Alors, quelle est, dans votre projection, comment vous voyez ça? Comment vous solutionnez cette problématique? Je pense que, M. Bakayoko, ce sont les deux. Si vous prenez, par exemple, le cas du coton dont vous parlez là, le coton est produit au Bénin, le coton est produit au Mali, le coton est produit au Burkina Faso et aussi au Tchad et tout ça là. Si chaque pays essayait d'avoir une usine de transformation de coton, aux vêtements et tout ça là, mais ce sera très difficile. Mais vous pouvez avoir les infrastructures transnationales qui vous permettent d'avoir les localisations des usines dans lesquelles plusieurs pays peuvent investir et vous faire
les gens font ils achètent le coton de différents pays, équidistance et tout ça là, et ça vous donne une économie d'échelle de faire la transformation de ce coton-là. Et donc, il faut le partenariat de plusieurs pays ensemble. Parce que moi, je pense que ça, c'est très important. Si chaque pays fait son truc comme ça, on aura il faut qu'il y ait une collaboration très, très importante. On va y aller un peu plus vite, Monsieur le Président. Nous sommes donc dans le deuxième axe, les perspectives. Mais il y a la personne qui m'avait dit au niveau de la pauvreté, là. Non, je veux simplement dire... La réduction de la pauvreté. Oui, la pauvreté ne doit pas être l'avantage comparatif de l'Afrique. Parce qu'on ne doit pas nous regarder, on dit, bon, voilà les musées de la pauvreté. Non, 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 non. Moi, je dis toujours à toutes les personnes de la banque, pour moi, la façon dans laquelle je travaille, c'est très simple. Il n'y a pas une analyse économétrique sur ça. Et je dis, voilà, j'écris les choses que je n'aime pas, je fais l'inverse. Ce n'est pas acceptable que nous avons au niveau de la pauvreté que nous avons aujourd'hui, 60 ans après l'indépendance. On fait beaucoup d'efforts quand même, il faut plus accélérer. Moi, je veux qu'on accélère, que tous nos pays, on sort carrément de la pauvreté là. Parce que cette pauvreté là, ça ne doit pas avoir un avantage comparatif. Et pour le faire, il faut transformer toutes des zones rurales pour que ça se transforme. Au lieu d'être zone de la misère, que beaucoup de zones africaines sont aujourd'hui, il faut le transformer vers les zones de la prospérité. Et pour ça, il faut transformer l'agriculture pour que ça devienne un business pour les paysans. Il faut les formations. Il faut l'investissement aussi de la capitale humaine de tous nos pays. L'administration Trump a pris des décisions importantes ces dernières semaines, comme l'augmentation des droits de douane. Monsieur le Président, c'est quoi les conséquences pour l'Afrique? La situation est, si ce n'est pas bien géré, ça peut être très difficile pour l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, 47 pays africains ont été mis sur les droits de douane. Et les conséquences au niveau d'extrême, si il y a une pause pour l'instant pour 90 jours, mais 90 jours va terminer plutôt là. Donc le problème, c'est qu'il y aura un effet sur l'exportation des pays qui dépendent. Beaucoup de pays dépendent aussi sur l'exportation aux États-Unis. Deuxièmement, au niveau de la revenu qui provient de cette exportation va baisser. Si ça baisse au niveau de réserves que le pays aux États-Unis en dollars va baisser. Si ça baisse, vous aurez un problème au niveau de l'affaiblissement de monnaie locale dans tous ces pays-là. Si vous avez ça, il y a deux problèmes. Dans une partie, il y aura une inflation parce que beaucoup de pays, là, ils font l'importation, ils dépensent sur l'importation. Ça veut dire que vous allez faire... C'est plus difficile, c'est plus élevé, donc il y aura un problème d'inflation. À l'autre côté, si votre monnaie affaiblisse, ce sera très difficile de payer aussi le financement de la dette que vous avez. Mais aussi, il y a l'aide officielle qui vient. S'il y a l'impact sur la Chine, le pays de l'Union européenne et tout cela, et où ils vont trouver les financements pour faire l'aide financière. Donc, ça veut dire que ça va aussi diminuer. Et aussi, l'exportation même de l'Afrique vers la Chine, vers l'Europe aussi, devient plus difficile parce qu'eux, ils n'ont pas les monnaies de l'acheter. Donc, c'est ça, pour moi, je pense que les choses à faire, c'est que ce n'est pas une question de bagarre. Hein. Il ne faut pas faire la bagarre avec les États-Unis. Ce n'est pas une question de la guerre. On ne peut pas même faire ça en tant que le pays africain. Il faut être pragmatique. On fait la négociation, mais je vais vous dire quelque chose de très important pour cette négociation. Aujourd'hui, l'Afrique, la commerce africaine vers le pays aux États-Unis, c'est 34 000 milliards de dollars. Vous savez que c'est 1,2% de toutes les commerces aux États-Unis avec tout le monde. Et les gens parlent, il y a les problèmes au niveau d'accidents de commerce, le déficit qu'ils ont au niveau du commerce. Mais le déficit pour l'Afrique, envers l'Afrique, à cause de l'Afrique, c'est 7,2 milliards de dollars. Est-ce que justement la banque elle-même, la BAD elle-même est concernée par certaines décisions de Washington? Bon, si le pays africain est concerné, on est concerné. On est concerné. Parce que c'est nous qui faisons la prête pour les pays-là.
Donc, si le pays ne peut pas payer, rembourser la dette, ça veut dire que c'est un problème pour la BAD. Et aussi, il y a l'aspect aussi de quelques décisions qu'ils font qui peuvent même avoir un impact sur la BAD, sur la Banque africaine de développement, l'abaissement de financement, par exemple, et tout ça. On a une discussion avec les pays, les États-Unis. Et les États-Unis, c'est un pays actionnaire de la banque depuis longtemps. Donc, on a une relation excellente avec eux. Mais s'il y a quelques divergences quelque part, bon, on discute de voir... Si le président Trump s'obstine, ce n'est pas injurieux, mais quels sont les leviers que vous pouvez actionner avec les pays africains? Parce que vous avez aussi un rôle de conseil. Quels sont les leviers que vous pouvez actionner pour minimiser l'impact de ces décisions américaines sur le continent africain? Oui, il y a plusieurs choses qu'on fait déjà. D'abord, c'est que si vous prenez au niveau des situations de tarifs, tout d'abord, c'est qu'il faut accélérer la mise en œuvre de zones de libre d'échange continentales. Hein. Il faut faire les échanges entre nous. Et vous savez qu'on fait beaucoup d'échanges avec les pays occidentaux. Nous-mêmes, il faut faire ça. Il y a aussi de l'aspect de notre population. Vous savez que vous prenez le cas de la Chine avec leur population. Pourquoi leur population n'est pas un problème? Ce n'est pas un problème pour la Chine, ce n'est pas un problème pour l'Inde. Pourquoi c'est un problème pour l'Afrique? Non. La population est un problème si vous ne faites pas l'augmentation de capital humain. Vous faites l'investissement dans votre population. Si vous faites l'investissement dans votre population, cette population, ils vont avoir les épargnes, non? Ils vont faire les épargnes, ce n'est pas qui va booster la situation fiscale de tous nos pays. C'est eux qui vont acheter toutes les choses que nous produisons aussi. Regardez la situation de la Chine. Ils en voient, hein? Ils sont là. Ils ont toute la capacité d'acheter les choses. Donc, je pense que la consommation en Afrique, on doit arriver à un niveau que la consommation prend une grande partie de notre PIB. Donc, ça, c'est très important. Et au niveau de l'aide, je dois préciser que l'aide, c'est une bienveillance. C'est bon. On est obligé de faire ça. Mais ce n'est pas une active. Ce n'est pas la bienveillance, ce n'est pas une classe d'actifs. Donc, il n'y a pas personne qui fait l'investissement de ça. Donc, il faut savoir que le siècle de l'aide, là, c'est terminé. Vous êtes sur vous-même. Donc, il faut d'abord mobiliser les ressources internes. C'est très important, soit au niveau de l'impôt, au niveau aussi, regardez la situation aussi de fuite, la fuite de capital illicite de l'Afrique. C'est presque 90 milliards de dollars. Donc ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais il y a aussi de l'aspect, je pense que ce qui est aussi très important pour les pays africains, c'est qu'il faut, si vous prenez par exemple les mines, vous donnez votre mine comme ça pour les gens en cadeau. Non, ce n'est pas ça. On n'a pas vu dans un environnement aujourd'hui qu'on va sourire seulement. Non, non. Ce n'est pas le sourire qui paye la dette. Hein. Il faut être très sérieux. Toutes les choses que nous avons, il faut valoriser ça. Et il faut aussi attirer l'investissement, le capital global pour débloquer la potentialité de ce que nous avons. Monsieur le Président, question personnelle. Qu'est-ce que vous réserve l'avenir après la BAD? Après la BAD. Mais quelque chose est très clair pour moi. C'est que j'attends ce que Dieu a prévu pour moi. La politique, par exemple? Pas la politique. Et vous savez que moi, je suis dans mon corps africain, panafricain. Et j'ai l'intérêt, je travaille déjà pour l'Afrique. Je vais continuer à travailler pour l'Afrique. Comment? À quel niveau? À quel poste? Non, je ne sais pas. On verra dans quelques mois. Mais ce qui est clair, c'est que Dieu n'a pas fait une erreur de m'avoir créé comme africain. Moi, je suis fier d'être africain. Je vais travailler pour l'Afrique dans tous les sens. Je vais, même jusqu'à quand je meurs, je vais mourir comme un Africain. Et aussi à la sortie, même vers Dieu, je vais le permettre. S'il vous plaît, je peux sortir comme un Africain. Docteur Adesina, Monsieur le Président, cette émission tire malheureusement à sa fin. Hein. C'est tellement agréable de parler développement de l'Afrique avec vous, surtout avec vous qui avez tant œuvré pour qu'on y arrive. Mais avant de mettre un point final à cet entretien, je vous propose de regarder ce qui suit. Aujourd'hui, je souhaite prendre un moment pour parler du président de notre institution,
alors qu'il s'apprête à conclure une décennie de service dévoué. C'est un moment de réflexion et d'appréciation pour tout le monde, pour tout le travail accompli durant ces 10 dernières années. Je me souviens d'une chose qu'il a dite et qui a été très pertinente. Il a dit que le personnel de la banque est un atout primordial. C'est l'atout le plus important. Et donc, entre autres accomplissements, le président a tenu à équilibrer le genre au niveau de l'institution, par exemple, et pas seulement la question du genre, mais au niveau même de la représentativité des staffs par région, par pays, par origine. Alors, parlons toujours de son intérêt pour le staff qui, en son sens, est l'atout le plus important. Il a dit ceci: quand je vais quitter la banque, la chose qui va le plus me manquer, c'est mon staff. Et cela a été très visible pendant la période de Covid. Et je voudrais aussi dire qu'on l'appelle l'optimiste en chef. Parce que pendant la période du Covid, pendant que nous tous, nous étions désespérés, nous étions démotivés, c'est la personne qui nous motivait, qui disait, écoutez, on est ensemble, on va y arriver, on va passer ce moment difficile. Donc c'est vrai que nous allons lui manquer, mais lui aussi, je crois qu'il va nous manquer dans ce sens-là, parce que c'est quelqu'un qui a toujours mis le personnel au cœur des activités de la banque. Le leadership du président Adesina est vraiment extraordinaire. Il a une vision extrêmement ambitieuse pour l'Afrique. Il a une passion débordante pour ce continent. Et surtout, il a une détermination sans faille pour contribuer à la transformation de ce continent. J'ai moi-même expérimenté ce leadership, car le président Adesina est le président du conseil d'administration d'Africa 50, et je peux vous dire que les réalisations que nous avons obtenues à Africa 50 sont des réalisations qui n'auraient pas pu être atteintes sans le leadership du président Adesina. Africa 50, au cours des 7 dernières années, nous avons investi dans 28 projets à travers 29 pays africains, pour un total combiné du coût de projet de plus de 8 milliards de dollars. C'est aussi ça que le président Adesina, en tant que président du conseil d'administration, nous a permis d'atteindre. Donc je dois dire que, franchement, quel que soit ce qu'il fera après, je suis convaincu que le président Adesina continuera à aider à la transformation économique de l'Afrique. Monsieur le Président, quel sentiment après avoir entendu, après avoir écouté de tels témoignages? Je rappelle qu'on a vu et écouté le directeur général d'Africa 50, Alain Ebobisse, et Foster Nicolas Efosu, le président du conseil du personnel de la banque. Oui, vous savez que bon, Foster il a raison, parce que je vous avais dit qu'on voit le président de la BAD à G7, à G20, à l'Union africaine, au Forum Investissement pour l'Afrique et tout cela. Moi, je suis la face visible de la banque. Mais derrière moi, il y a les gens, les femmes, les hommes qui travaillent. Il y a le chauffeur, il y a la sécurité, il y a les gens qui font la machine. Je ne travaille pas seul. C'est une équipe qu'on avait eue à la banque. Je pense que c'est une équipe, je l'appelle l'équipe de AAA de la banque. J'apprécie très sincèrement mon équipe. Et ils vont me manquer beaucoup parce que c'est eux qui ont fait tout le travail. Et moi, je suis très fier d'eux, de le travail, de leur passion pour l'Afrique que je partage. Et je pense que pour moi, pour quitter, ce que je peux dire, c'est qu'à la fin des choses, Dieu est grand. Et c'est Dieu qui nous avons beaucoup protégés. Foster a parlé beaucoup pendant la période de Covid. Malheureusement, j'ai perdu quelques personnels. Ce ne sont pas beaucoup pendant la période. C'est une période très difficile pour moi au niveau personnel, parce que mon personnel, ils ne sont pas les machines. Hein? Ils sont les gens par l'Afrique. Je vais beaucoup d'interactions avec eux chaque jour. Ils vont me manquer beaucoup. Et je pense qu'à la fin des choses, je remercie Dieu pour ce que nous avons pu accomplir. Et enfin,
C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini, Monsieur le Président. On va écouter un autre témoignage et on va s'arrêter pour qu'on ne vous voit pas couler des larmes sur ce plateau, même si on vous sait fort. Hein. Allez, un tout dernier donc. Awa Savadogo, Afisiata Dosso, let's go. Ce que je retiens de l'homme, dans le cadre de sa profession, c'est un grand travailleur, un passionné du travail. Il est difficile de pouvoir énumérer l'ensemble des grands chantiers qu'il a eu à mener. Mais relativement à la Côte d'Ivoire, je vais peut-être regarder deux. Je vais vous citer que deux, il y en a beaucoup. Le pont Yopougon, Plateau. Vous savez très bien que Yopougon, il n'y avait qu'une seule voie d'accès en passant par le Banco. Mais c'est la banque qui a financé le pont Yopougon, Plateau. Ça, c'est un grand chantier. Maintenant, le deuxième chantier que je retiens, c'est le nouveau siège de la Banque africaine de développement. Mais lorsqu'il a pris fonction et qu'il a constaté, tout comme en même temps que les administrateurs, que le bâtiment qui sert de siège et qui date de 1964 avait donc des défectuosités, il a donc suggéré que la banque puisse construire un nouveau siège. Nous avions le choix entre construire sur le même site ou aller en dehors du plateau. Mais après plusieurs exercices, finalement, le conseil d'administration a voté à l'unanimité que le siège soit non seulement au plateau, mais sur le même site. Et ça, c'était un chantier qui lui tenait vraiment à cœur. En dehors du conseil, il me l'a toujours dit qu'en partant, je veux laisser à la Côte d'Ivoire et à la banque un siège qui soit vraiment conforme à son niveau actuel et à ses métiers futurs. En dehors de la profession, c'est quelqu'un de très respectueux et de très convivial. Je retiens également de lui quelqu'un qui est très famille. Il a beaucoup fait, mais lorsque vous êtes en position de travail, vous construisez, à un moment donné, vous arrêtez pour passer le relais. Donc nous lui souhaitons bonne chance dans sa nouvelle vie et disons que nous n'allons jamais vraiment l'oublier. Là, Monsieur le Président, on vient d'entendre le ministre Adama Koné, administrateur à la BAD pour la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale. Il est aussi le doyen des administrateurs. Alors. Oui, non, je voudrais vraiment remercier une fois de plus Alain Aboboussé sur ce qu'il avait dit, parce que lui aussi fait un travail énorme au niveau de Africa 50. Je suis très fier de lui et je suis fier aussi d'être le président du conseil d'administration de Africa 50. On a fait les choses incroyables avec Africa 50. Je voudrais revenir à remercier le doyen de notre conseil d'administration, mon grand frère, le ministre Adama Koné. Il est très convivial, il gère la situation avec les administrateurs très bien, on est les amis. Et aussi, il m'avait beaucoup, c'est lui qui m'avait aussi donné l'acte de le site qui a été approuvé pour le site où on va construire le nouveau siège de la Banque africaine de développement. J'avais promis son Excellence, mon grand frère, Monsieur le Président, qu'avant que je termine, je vais faire tout possible pour qu'on fasse avoir une décision de notre conseil d'administration de construire un nouveau siège de la Banque africaine de développement ici qui réponde à notre statut, à notre position globale aujourd'hui. Donc, bon, c'est déjà, l'approbation est déjà faite par la conseil d'administration. Je suis très heureux de ça. Et donc, j'attends que, bon, je vais revenir pour voir comment les choses sont sur le sol. Et aussi, je ne peux pas terminer cet remerciement sans remercier Mme Kabaniale, qui est le ministre du Plan et du Développement de la Côte d'Ivoire, qui est aujourd'hui aussi le président du conseil de gouverneur de la banque. On aura notre conseil, notre réunion annuelle de la banque qui va commencer la semaine prochaine. Elle était très, très impressionnante, elle m'avait beaucoup soutenu. J'ai l'habitude de l'appeler Madame la Force Tranquille. Donc, je pense que je le remercie. Mais tous les gouvernements de la Côte d'Ivoire, ils ont été exceptionnels envers de la Banque africaine de développement. Si vous deviez résumer votre vision de l'Afrique de demain, Monsieur le Président, en une seule phrase, vous diriez quoi pour terminer? Une phrase, l'Afrique de demain, votre vision. Une Afrique bancable, qui a grandi avec la fierté. Merci. Monsieur le Président, il est des fonctions qu'on quitte sans vraiment partir,
car votre empreinte, Monsieur le Président, elle reste gravée dans les villages qui ont enfin l'eau potable, dans les écoles où brillent les yeux des enfants, dans les champs où les récoltes nourrissent mieux, dans les jeunes entreprises portées par des rêves désormais finançables. Pendant 10 ans, Monsieur le Président, vous avez porté l'Afrique comme on porte une promesse, avec courage, avec cœur, avec conviction. Et ce soir, au nom de toutes celles et ceux qui ne pourront jamais vous dire merci en face, nous vous le disons ici, avec force et émotion. Merci pour les femmes africaines que vous avez cru capables d'entreprendre. Merci pour les jeunes que vous avez cru dignes d'investissement. Merci pour les pays que vous avez aidés à se relever, à s'équiper, à espérer. Merci pour avoir réconcilié les chiffres et les vies, les institutions et les peuples. Alors que vous tournez cette page, ce n'est pas une fin, mais un passage. L'Afrique continuera de vous regarder non comme un ancien président de la banque, mais comme un éternel ambassadeur du développement, un bâtisseur de destinée, un visionnaire fidèle à son continent. Bonne continuation, Monsieur Adesina, et surtout, merci. Thank you so much. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, pour la confiance. Merci à mes équipes. C'est signé, c'est confirmé, il n'y a pas de doute. Mes équipes, vous êtes les meilleurs.